Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Du lourd pour les Lions du Sénégal pour le tirage au sort de la CAN 2015. Le Sénégal partage le groupe C avec le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Tout à l'heure, nous aurons en direct dans ce journal Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Le Sénégal gagne 2 points dans le rapport 2014 de l'indice de perception de la corruption. Une progression salutaire selon le Forum civil. L'ultimatum servi par Wade à Macky Sall pour quitter le pouvoir s'achève dans quelques heures. Du côté de la paire, on minimise le vote du code de la presse achoppe sur la dépénalisation des délits de presse. Des parlementaires se disent pour, mais souhaitent plus d'explications. Demba Dia rejoint sa dernière demeure. L'artiste a été salué ce matin par ses pairs, fans et hommes politiques. Et puis en fin d'édition, le dossier du jour porte sur les idéologies en politique. Voilà le sommaire de ce journal. Les développements, c'est dans un instant. Ibrahim Akan, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Pour démarrer ce journal, les Lions du Sénégal qui vont croiser à l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Ghana. Ces 4 équipes logées dans la poule C. Le tirage au sort vient d'être effectué à Malabo en Guinée équatoriale. Certainement en fin d'édition, nous aurons Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui a assisté au tirage au sort. Nous parlons à présent du rapport 2014 de l'indice de perception. Le Sénégal gagne 2 points et se classe 69e sur 175 pays. Une progression salutaire aux yeux du Forum civil. Birahim Seck demande plus de transparence dans l'exécution de certains travaux publics, mais aussi dans certains travaux publics plutôt, notamment la Cité de l'émergence, mais aussi la construction du Centre international de conférence Abdou Diouf Ciss à Diamniadio, Aminata Mbaré Sow et Adama Gueye. Le Sénégal sur la bonne voie dans la lutte contre la corruption. Le pays est classé 69e sur 175 pays dans le rapport 2014 de l'indice de perception de la corruption. 43 points sur 100 contre 41 points sur 100 en 2013. Une avancée liée à plusieurs facteurs. Pour qu'on puisse se glorifier de la moyenne mondiale, le Sénégal devrait avoir au moins 50 sur 100. Mais on se rend compte que également cet effort est dû à la traque, à l'effet psychologique même de la traque des biens mal acquis. C'est le cas également de la loi sur la déclaration de patrimoine. Mais Birahim Seck reste inquiet pour le classement 2015 du Sénégal, des craintes liées à la modification du code des marchés publics, entre autres. Je vais nommer ce qu'on appelle les accords cadres. Je vais nommer également ce qu'on appelle les offres spontanées, y compris le relèvement des seuils qui pourront éventuellement multiplier, booster le champ des demandes de renseignement et des prix, les DRP. Je parlais également de contrats qu'il y a l'État du Sénégal avec les Marocains concernant la construction de la Cité de l'émergence. Je parlais également de la construction également du Centre international de conférence Abdou Diouf. La peur également s'installe, l'inquiétude s'installe davantage avec cette autoroute Thiès-Touba qu'il compte négocier en Chine bientôt. Le Forum civil appelle l'État à publier tous les contrats miniers et pour l'affaire ArcelorMittal, ils exigent même le procès verbal entre le conseil d'administration et l'autorité publique. Avant même que le Forum civil ne dise ça, nous avons eu à interpeller les ministres en charge de ce dossier lors de leur passage à l'Assemblée nationale, en commission technique, en commission finance et en plénière. Et en plénière, tous les Sénégalais ont entendu le ministre des Finances prendre l'engagement de publier ce contrat-là. Entre autres préoccupations du Forum civil, l'instauration de lois sur le financement des partis politiques, mais également des lois sur les conflits d'intérêts. Aminata Mbaré Sow, merci. Je vous le disais en sommaire, l'ultimatum lancé par Abdoulaye Wade à Macky Sall pour qu'il démissionne prend fin dans quelques heures à l'APR. On n'accorde aucun crédit à ces déclarations. Tout à fait. Aucune réponse ne sera servie à Maître Wade selon les apéristes, estimant que le chef de l'État a d'autres priorités. Pour Amadou Fall, analyste politique, si Macky Sall voulait répondre à Maître Abdoulaye Wade, il l'aurait fait au lendemain du meeting du Front patriotique pour la défense de la République. Fatou Bintou Konté. Il expire dans quelques heures l'ultimatum de l'ancien chef Maître Abdoulaye Wade à l'actuel président de la République Macky Sall. Un ultimatum qui risque de ne pas avoir d'effet. Non, je ne pense pas.
Ce ne sont pas des questions auxquelles Macky répondra. Il aurait répondu, je pense, au sortir du meeting. Mais depuis lors, l'on n'a pas entendu Macky Sall se prononcer sur cette question. Je ne dis pas qu'il considère cela comme quantité négligeable, parce que c'est une menace sur la République. Seulement pour le directeur de publication de la Gazette, Pape Amadou Fall, Wade joue son rôle de politicien tout court. Abdoulaye Wade est dans son rôle de menacer et de faire planer des difficultés sur la gestion de Macky Sall. C'est son rôle d'opposant et c'est normal. Wade ne se complaît que dans l'adversité. C'est cela sa démarche. A-t-il le droit de donner un ultimatum au premier des Sénégalais? C'est d'abord une insulte aux Sénégalais qu'il accepte, une insulte. La seule chose qui vaille une réponse actuelle, selon ces acteurs politiques, est la satisfaction du besoin des Sénégalais. Il a à se justifier, Macky Sall, devant les Sénégalais par rapport, c'est vrai, à certaines attentes. De toutes les façons, le PDS attend la réponse de Macky Sall par rapport au questionnement de Wade, une réponse qui risque de ne pas avoir lieu. À propos de cet ultimatum de 72 heures après la francophonie qu'Abdoulaye Wade avait servi à Macky Sall, Ahmed Fall Braya, responsable libéral, affirme que c'est juste une alerte. Je vous propose de l'écouter au micro de Naïm Bossessi. Abdoulaye Wade n'a pas une armée pour nous attaquer. Abdoulaye Wade a bien dit que s'il voulait rallier le palais, il allait le faire. Tout le monde sait qu'il a ce pouvoir, mais nous savons qu'il ne le fera pas. Un homme qui a fait 12 ans au pouvoir et qui a beaucoup travaillé pour le pays ne veut pas créer la panique. Mais rien ne marche dans ce pays et il sonnait juste l'alerte. Problème amna. Bu ñu né mënul dem, ñu ni nañ def élection. Mais waxul ni forcément dañ war dem élection. Sénégalais interrogés assimilent ses propos à du divertissement. Ils accusent ses proches d'être derrière ces déclarations incendiaires. L'élément n'est pas en place. Certainement, Ibrahim Khan, nous y reviendrons. L'idée de retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, agitée par Maître Djibril War, relève de l'utopie, selon le journaliste formateur Momar Seyni Ndiaye. Il déclare même, si celle-ci doit se réaliser, c'est sous une condition. Hadi Atala. Maître Djibril War demande l'implication de l'ancien président Abdou Diouf pour rapprocher l'actuel chef d'État Macky Sall de son prédécesseur Abdoulaye Wade. Selon certains observateurs, cette retrouvaille requiert un préalable et n'emballe pas le peuple sénégalais. Si cette réconciliation doit aboutir à la libération de Karim Wade alors qu'il est encore dans les limbes de la justice, ou est-ce que cette libération va aboutir à l'arrêt des poursuites que Maître Wade entend mener contre Aliou Sall, le frère du président, et probablement la mise en cause du président lui-même? Je veux dire, le peuple sénégalais ne peut pas accepter ce deal. Je pense qu'on ne peut pas quand même accepter un deal sur la base d'un accord qu'il y aurait eu entre le président de la République et le président Macky Sall. Momar Seyni Ndiaye ajoute que le rapprochement des deux ex-frères libéraux ne profite à personne et ce sont les Sénégalais qui en pâtiront le plus. Cette réconciliation a des effets négatifs sur notre démocratie. Parce que cette réconciliation ne peut se faire que sur la base d'une entente pour que l'un sauve son frère, l'autre sauve son fils. Je pense qu'on ne peut pas accepter une telle réconciliation. Le formateur déclare en outre que la réconciliation entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade n'a aucune chance de se réaliser. Abdou Diouf n'a pas d'excellent rapport avec Wade. Wade, pendant 12 ans qu'il est resté au pouvoir, a complètement fait la négation du président Abdou Diouf. Il n'a jamais considéré le président Abdou Diouf à la limite comme un chef de l'État du Sénégal, comme un ancien chef d'État du Sénégal. Et à partir de ce moment, je verrais mal Abdou Diouf essayer de tenter une réconciliation entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Plus on parle de retrouvailles entre l'ancien président de la République et son successeur, les relations entre l'APR et le PDS s'enveniment davantage à cause des déclarations incendiaires qui éloignent les deux leaders plus qu'elles ne les rapprochent. Alors, retour sur cet élément de Fatou Kinedem. Des Sénégalais interrogés assimilent ces propos d'Abdoulaye Wade à du divertissement. Ils accusent ses proches d'être derrière ces déclarations incendiaires. Abdoulaye Wade va-t-il tenir sa promesse déloger son successeur du palais si celui-ci ne démissionne pas? 3 jours après la francophonie, l'ultimatum arrive à terme. Les propos de Wade du théâtre pour ces Sénégalais. C'est pas possible. Nous, on attendait mettre Wade d'une autre manière. C'est pas possible. Il ne faut pas déloger Macky. Il n'y croit pas. Donc, c'est-à-dire que Wade, en gros, Wade est un perturbateur.
il n'a qu'à décider et prendre ses responsabilités, qu'il aille au palais. Pour d'autres, les propos de Wade ne doivent pas être pris en compte vu son âge. Cela ne peut pas se réaliser. C'est tout simplement pour amuser la galerie. Vous savez, Wade, c'est comme notre grand-père. C'est dangereux car il y a des gens qui ne réfléchissent pas et cela peut inciter certains à créer des émeutes. Selon ces Sénégalais rencontrés, que Macky Sall quitte ou reste au pouvoir, c'est le peuple qui en décide. Macky Sall a été élu démocratiquement. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre président jusqu'à 2017. Bon, si son travail nous satisfait, bon, on sanctionnera positivement. Si ça ne satisfait pas, sanctionner négativement. Une mauvaise étiquette collée ainsi à l'entourage de Wade. Il continue d'être trompé par son entourage qui lui dit d'aller faire des manifestations ou quoi que ce soit pour déranger Macky Sall. Son entourage, je vous dis que c'est des gens naïfs quoi, qui se laissent emporter quoi. Un vieux qui a déjà tout fait dans sa vie, c'est à eux de lui faire taire quoi, en gros. Vraiment, je ne reconnais plus Wade, il a changé entre-temps. L'emprisonnement de Karim Wade, l'affaire Petro-Tim, des dossiers qui fâchent Maître Wade, en témoignent ses sorties incendiaires à l'encontre du régime actuel. Pour bon nombre de citoyens, la retraite de Wade a déjà sonné. Je vais en guerre contre lui. Après le sommet de la francophonie, l'heure est au bilan. Ahmed Fall Braya dénonce l'absence de consensus entre les chefs d'État africains sur le poste de secrétaire général de l'OIF. Brahim Khan, le libéral, est revenu sur le CICAD qui porte le nom d'Abdou Diouf. Selon lui, c'est Abdoulaye Wade qui le méritait plus. Ndembo Sessi. Rideau sur la francophonie. La polémique, les remarques et bilans, les derniers à quitter la scène. Certains acteurs politiques restent sur les planches pour décortiquer des actes. Actes posés lors de ce sommet par les Africains et qui sont loin de plaire à Ahmed Fall Braya. La nomination de Michael Jean, une grosse erreur du continent noir. Ce que je déplore, moi, qu'aujourd'hui les Africains avaient un poste qu'ils ont perdu. Comment ils l'ont fait pour le perdre? Je crois que ça c'est une responsabilité historique de nos chefs d'État qui n'ont pas pu tomber d'accord sur un candidat pour que ce poste-là puisse rester à l'Afrique. Abdou Diouf, parrain du centre de Diamniadio, pourquoi pas, mais pour le cadre libéral, il faut penser beaucoup plus à Abdoulaye Wade. Je pense que si Abdou Diouf, on lui donne la francophonie, l'aéroport de Diass, Abdoulaye Wade le mérite bien. Il l'a imaginé, on parlait d'éléphant blanc, il l'a créé, il l'a mis sur pied. Et si aujourd'hui les gens ont le courage d'investir à Diamniadio, c'est à cause de l'autoroute à péage. Donc s'il y a autoroute à péage, s'il y a aéroport de Diass, etc., c'est vraiment le nom de Wade qui doit figurer en première ligne sur tout le parcours de Dakar à Diamniadio. Autre point fort de la francophonie, les mémoires de Abdou Diouf. Pour Braya, beaucoup de manques. Avec qui nous avons travaillé, nous nous sommes opposés à lui sur beaucoup de choses. Économiquement parlant, il y a des périodes d'ajustement structurel dans ce pays où des difficultés de salaire ont existé, où les syndicats sont allés en grève, où les ports, les aéroports ont été fermés. Le président avait beaucoup de choses à dire par rapport quand même à des attaques personnelles et les gens réagissent. Le cadre libéral et ex-maire de Saint-Louis espère que l'ancien chef de l'État du Sénégal va rectifier le tir dans son tome 2. Je vous le disais en sommaire, le code de la presse vu par des parlementaires, ils le trouvent plutôt bon, même si la dépénalisation des délits de presse pose problème. Une séance d'explication de ce code aux parlementaires s'impose. C'est un reportage signé Salimata Aoussek et Abdou Karim Diop. L'adoption du code de la presse fait toujours grincer des dents à l'hémicycle. Pour le député Abdou Mbow, il y a des points à éclaircir dans ce code. Et le code est fondamentalement bon. Mais on a dit, quand même, il faudrait que cet aspect qui concerne la dépénalisation, qu'on essaie de revoir ça. Parce que nous avons tous vu, quand même, ici, dans ce pays, que tout le temps, il y a des journalistes qui diffament. Mais je considère quand même que c'est un métier, comme les professionnels le disent, quand même, qui mérite d'être régulé. Aïda Mbodj pense que c'est un problème d'égalité entre les hommes qui oppose les députés. Les députés ne comprennent pas pourquoi un journaliste
est plus protégé, super protégé, mieux protégé qu'un chauffeur ou un comptable ou quelqu'un qui, dans l'exercice de ses fonctions, pourrait commettre quelque chose qui pourrait l'amener à une condamnation. Et le journaliste peut insulter tout le monde et soit protégé de la prison, soit protégé d'une condamnation. Les deux élus s'accordent sur une chose: décortiquer le code pour une meilleure compréhension. Il faut d'abord que les députés puissent comprendre exactement ce qui est dans le code, parce que quand même pour voter une loi, il faudrait en savoir quand même le contenu. Nous avons convenu avec le ministère d'organiser un atelier pour mieux faire comprendre aux députés les enjeux, surtout l'impact qu'il y a après le vote sur les entreprises de presse. Nous allons essayer de les conscientiser. Sur plus de 10 points, la dépénalisation fait traîner l'adoption du code de la presse. Si certains députés sont optimistes, d'autres sont catégoriques. Voter ce code serait un délit majeur. La dépénalisation des délits de presse, qu'en pensent justement les journalistes? Certains soutiennent des députés qui ne veulent pas du nouveau code de la presse qui prévoit cette disposition. D'autres, par contre, estiment qu'il y a d'autres mécanismes plus importants, plus urgents que la dépénalisation des délits de presse. Maïmouna Ndiaye, Abdou Karim Diop. Le nouveau code de la presse traîne toujours, les députés formulent leurs exigences, les journalistes plaident pour une profession responsable. Je pense que ce qui est plus important, ce n'est pas la question de la dépénalisation ou de la déprisonnalisation, mais ce qui est important dans le code, ce sont les conditions d'accès à la profession. Il y a de la passion dans ce sujet depuis le début, depuis même l'ancien régime, et les députés peut-être ils sentent qu'il y a un danger pour la société, c'est normal qu'ils s'arrêtent. C'est à nous d'aller leur expliquer la situation. Il est donc nécessaire de statuer sur certains mécanismes. Toute loi a des exceptions, il y a des cas d'exception. Le journaliste peut ne pas être passible devant la loi comme l'est le député en matière d'immunité. Il y a des mécanismes qui peuvent être utilisés pour que véritablement cette contrainte qui constitue la déprisonnalisation ou la dépénalisation ne constitue pas une entrave à cette loi qui doit être votée. Amadou Salif Tal va plus loin, il propose une juridiction mixte. Pourquoi pas parler peut-être d'autres mécanismes comme le tribunal des pairs ou avoir une justice qui serait à la fois occupée par la justice elle-même, la justice légale, et même la justice par le tribunal des pairs, aller ensemble pour aller essayer de juger. C'est vrai que le journaliste est un citoyen qui doit être jugé, il doit être responsable de ses actes, ça ne veut pas dire que le journaliste doit faire ce qu'il veut. Des solutions sont déjà dégagées chez les professionnels de l'information. Dans l'attente d'un nouveau code de la presse, les parlementaires émettent des réserves, ils s'inquiètent pour la population. Maïmouna Ndiaye, le vote de ce code de la presse, donc toujours en attente à l'Assemblée nationale. Les citoyens, Ibrahim Khan, ont leur point de vue sur cette question. Tout à fait, une question à polémique diversement appréciée par les populations. D'aucuns estiment que ce code ne doit pas être adopté pour éviter les dérives de la part de certains journalistes. D'autres, par contre, se disent favorables au vote tout en appelant au respect des règles d'éthique et de déontologie qui régissent la profession. Ndembo Sessi, Modou Diop. Dépénalisation des délits de presse, le sujet continue d'alimenter les débats, parfois même source de polémique. Le nouveau code de la presse doit-il être voté? Ces citoyens sont unanimes. Vu l'état de la presse aujourd'hui, il y a plus, le professionnalisme est absent. Les journalistes font du n'importe quoi et ils relaient des informations qui sont plutôt fausses tout le temps parce qu'ils ne vérifient pas leurs informations. Moi j'ai été témoin une fois, un artiste a demandé à un journaliste d'écrire sur quelqu'un un article basé sur du faux. C'est le genre de fait qui peut nuire à quelqu'un. Pour d'autres, l'adoption de ce nouveau code risque d'être une porte ouverte à toutes les dérives. Au niveau actuellement du journalisme, il y a de l'amateurisme. Pourquoi je dis de l'amateurisme? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout qualifiés dans ce métier et à qui on donne souvent des reportages et qui disent vraiment des choses qui sont vraiment calomnieuses. Que s'ils ne votent pas dans cela, c'est mieux, on pourra les canaliser. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a certaines choses qui peuvent perturber le pays. Ce vieux ne partage pas cet avis.
Il se dit favorable au vote du code. Le cas échéant, il appelle les journalistes à l'éthique et à la déontologie. On doit bel et bien voter cette loi parce que je crois que les journalistes sont conscients. Ils doivent avoir de bonnes sources, donc on doit leur laisser la liberté de s'exprimer, tout en ayant la conscience tranquille, sinon c'est à la population de les sanctionner. L'adoption du nouveau code de la presse, une des principales préoccupations des journalistes. Toutefois, ils devront encore patienter. Le projet de loi, toujours en suspens à l'Assemblée nationale. Nous parlons de toute autre chose. On s'achemine vers des perturbations dans le système éducatif. Le secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal en tournée dans la région de Diourbel annonce un plan d'action dans les plus brefs délais. Ngounagnan exige le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Compte rendu signé, Mohamed Jodiop est à l'Assemblée. Les élèves mouvement d'humeur ce matin à Thiès. En tout cas, tous les signaux l'annoncent. L'Union des enseignants du Sénégal, après une tournée nationale, se dit prête à aller au combat pour le respect des accords signés avec le gouvernement. Je dirais 2 points qui constituent une priorité. J'ai dit que ces points-là sont incompressibles, ces points ne sont pas négociables parce que c'est objet déjà d'accord. Je dirais même que c'est l'un des points qui est objet d'accord, mais l'autre point ne devrait même pas être une revendication, en principe. C'est les lenteurs administratives, parce que qu'il s'agisse du traitement des dossiers, des actes de reclassement, de titularisation, de validation, et même de mise en solde, on se rend compte que tu mets ton dossier dans le circuit, tu attends parfois des mois et des années avant que l'acte ne sorte. Et une fois que l'acte sort, tu l'amènes au niveau du budget, du ministère du budget, tu attends des mois et des années avant d'être mis en solde. Une fois que tu es mis en solde, pour le paiement du rappel, tu fais la croix et la bannière. C'est donc dire que c'est presque un parcours de combattants que les enseignants font pour ce qui concerne leur carrière. Nous disons que ça, on doit y mettre fin. C'est le premier point qui ne devrait même pas être un point de revendication. Et le deuxième point, c'est l'injustice dont j'ai parlé, dont les reclassés comme fonctionnaires sont victimes. Les MC et les PC reclassés comme fonctionnaires ne bénéficient pas de la validation de l'année de volontariat, de vacation et de contractualisation. Les syndicalistes entendent dérouler un plan d'action. Si ce n'est pas fait, l'UES va aussi encore une fois prendre ses responsabilités. Nous pensons donc qu'à mi-parcours de notre tournée, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une perturbation une fois que nous serons à Dakar. Nous allons espérer que, parce qu'il y a beaucoup d'échéances qui nous ont été données pour décembre, nous allons espérer qu'avant la fin de décembre, ces points vont être pris en charge. Mais si ce n'est pas fait, l'UES va prendre ses responsabilités. Le secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal est revenu aussi sur la situation précaire des enseignants victimes de violences dans les écoles, soit par les élèves ou leurs parents. Éducation toujours avec cette grogne des élèves de l'Institut national de formation des jeunes aveugles à Thiès. Ce matin, ils ont barré la route avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Ils revendiquent de la logistique, notamment un autocar pour leur transport. Le bus mis à leur disposition n'est plus en mesure de satisfaire la demande. Il n'est pas en bon état et sa capacité est en dessous de l'effectif de l'établissement. À Thiès, la correspondance de Cheikh Anta Diop. Après une série de mouvements d'humeur, les pensionnaires de l'Institut national de formation des jeunes aveugles ont finalement mis en exécution leur ultime menace, consistant à observer une grève de la faim. Très tôt ce matin, les élèves non-voyants ont barré la route de Tivaouane, une trentaine de minutes durant avant de rejoindre leurs locaux pour observer une grève de la faim illimitée. Pour rappel, ces élèves non-voyants exigent l'octroi d'un deuxième bus de transport ayant la capacité de les recevoir tous pour rallier leurs différents établissements scolaires en centre-ville. On ne compte pas suspendre notre mouvement. Le lundi, on est parti dans nos différents établissements à pied. Ça n'a rien donné. Hier, on a délogé nos camarades et organisé une marche dont 2 d'entre nous ont été transmis à l'hôpital car ils ont été brutalisés, torturés de la manière la plus sauvage. Sur ce, aujourd'hui, nous avons bloqué le trafic au niveau de la route nationale. Nous comptons procéder à la vitesse supérieure. Pour sa part, le directeur de l'INEF de rassurer. Moi, je les ai invités à savoir raison garder pour la simple raison que les autorités n'ont pas croisé les bras. Et je leur ai même lu, en tout cas, une correspondance du ministre des Finances
qui s'était engagé dans son programme d'achat de matériel roulant pour 2014, d'intégrer en tout cas un achat de bus. Les élèves de l'UNEFJA, pour exprimer leur ras-le-bol, ont choisi la journée internationale des personnes handicapées pour entamer leur grève de la faim. L'ensemble des élèves vont observer une grève de la faim à partir d'aujourd'hui. Parlons à présent de l'accès au crédit dans les banques et institutions financières. C'est la croix et la bannière pour le secteur privé de la santé. Oui, Ibrahim Akana, les banquiers sont très méfiants. Les garanties demandées posent problème. Les deux parties ont essayé de trouver des solutions. Aïssatou Païfal et Mohamed Dian pour plus de détails. Accéder au financement bancaire, un véritable casse-tête pour les acteurs du secteur privé de la santé. Une méconnaissance de celui-ci rend les institutions un peu méfiantes. Des projets souvent à l'eau, ni suivi, ni accompagnement. Quelques raisons expliquent cela. La première difficulté, c'est la garantie. Parce que souvent, les banquiers, pour respecter les règles prudentielles auxquelles ils sont assujettis par la Banque centrale, demandent des garanties qui parfois sont très élevées et qui dépassent même souvent le montant du crédit qu'on demande. Tout ça pour se mettre à l'abri en cas de non-paiement, pour se mettre à l'abri du risque que pourrait représenter cet investisseur. Malgré des difficultés rencontrées, des solutions ont pu être trouvées. Une des solutions, parmi les solutions qui ont été proposées justement pour améliorer l'accès à ces financements, c'est que les promoteurs s'orientent de plus en plus vers les centres de gestion agréés, qui se fassent accompagner par des experts. Eux, ils sont médecins, ils ne sont pas financiers ni gestionnaires, donc nous leur recommandons de s'orienter vers les experts, les centres de gestion agréés. Le président de l'Alliance du secteur privé estime que l'État a sa partition à jouer en mettant la main à la pâte. Ce sont des investissements qui coûtent très cher, c'est très lourd. Et on ne parle pas peut-être de créer un petit cabinet ou une officine de pharmacie, n'a peut-être pas besoin de subvention de l'État, mais ça dans le cadre d'investissements très lourds où il faut beaucoup d'argent, une subvention de l'État serait la bienvenue parce qu'il pourrait y avoir en contrepartie un allègement des coûts. La visibilité du secteur privé de la santé, l'accès à certaines statistiques, un moyen de faciliter l'accès au crédit pour les acteurs de la santé. Aïssatou Païfal, merci. La journée mondiale des handicapés fêtée ce mercredi. Les conditions de vie de cette couche de la population interpellent Ibrahim Akane. Tout à fait, cher Tidjane Diao. Et le thème de cette année est principalement axé sur la prise en charge médicale, matérielle des personnes en situation de handicap, mais aussi leur insertion professionnelle. Pour plus de détails, nous écoutons Yatma Fall. Il est le président de l'Association nationale des handicapés moteurs. Il est interrogé par Makital. L'étude de l'OMS publiée dans le rapport mondial en juin 2011 estimait les personnes handicapées au Sénégal à 15,5% de la population. Et nous avons dit qu'on ne peut pas envisager le développement du Sénégal en mettant en parenthèse 15% de sa population. De la santé, de l'appareillage des personnes handicapées, des politiques relatives à l'éducation et à la formation, des politiques relatives à l'insertion et à l'emploi, et enfin des politiques relatives à l'aménagement du cadre de vie général. Nous allons revisiter toutes ces politiques et regarder un peu leur degré d'inclusion et ramener sur la table les dispositions de la loi d'orientation sociale et de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Justement, TFM est allé à la rencontre d'une femme vivant avec un handicap, ce qui ne l'a pas empêché de finir ses études et réussir son insertion professionnelle grâce à sa persévérance et le soutien de sa famille également. C'est un sujet signé à Makital et Tierno Laurent Mendy. Entourée de sa famille, sise à Derklé, Seynabou Thiam est une femme vivant avec un handicap depuis l'âge de 2 ans, un désavantage qu'elle n'a pas ressenti grâce à la couvée de ses parents. Heureusement, j'ai des parents compréhensifs qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont donné une éducation, là comme tous les autres. Et avec ça, je me suis parvenue vraiment à réussir. Frère cadet de Seynabou, Lamine trouve en sa sœur une femme battante, une aînée toujours présente dans les situations difficiles. C'est une battante, elle a suivi ses études, elle a eu son bac, elle a fait des formations. Bon, à la fin, elle a un boulot. Et notre conseiller principal,
Quand on a besoin de quelque chose, alors on l'appelle au téléphone, on lui dit c'est Nabou. Là, elle nous conseille sans difficulté, sans souci. Bon, vraiment, on vit très bien avec elle. Elle est taquine. Refusant de céder à la facilité ou pire à la mendicité, cette dame a choisi de gagner sa vie à la sueur de son front. Une chance selon elle. Il y a certains qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur soutiennent, des parents qui sont vraiment à la hauteur. Je ne me sens pas discriminée au milieu de mon travail. Peut-être c'est un combat que je me suis imposé. J'apporte mon savoir-faire. Au finish, ils savent ils comprennent que moi, je suis utile, je peux apporter quelque chose. En cette journée mondiale des handicapés, le souhait de Seynabou est qu'enfin les résolutions soient appliquées. De l'émotion, de la tristesse, il y en avait ce matin à la levée du corps de Demba Dia, personnalité politique, culturelle et sportive. Bref, le peuple sénégalais a rendu un dernier hommage à Roch Mbalakh. Les témoignages sont unanimes. L'homme s'est beaucoup investi dans le social. Codé Ndiaye. L'émotion était vive à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Proches, amis, compagnons ont tous rendu un dernier hommage à Demba Dia Roch Mbalakh. Tour à tour, les témoignages ont dépeint l'homme comme un fervent musulman qui s'est toujours investi dans le social. Partager son tour avec tout le monde. Donc Demba, moi Khadija, si personnellement et tous tes enfants, je te dis adieu Demba et que la terre de Yoff te soit légère. À chaque fois que tu vois Demba à la maison, il y a des gens qui attendent au niveau de la porte. Il a été un bon père pour nous. Il a tout fait pour nous. On n'a manqué de rien. On a étudié dans les plus grandes écoles. La famille artistique bien représentée à la levée du corps, Youssou N'Dour et Baaba Maal n'ont pas manqué de revenir sur les qualités de l'homme. À chaque fois que les grandes rencontres se passaient, il y a toujours eu Demba Dia. Sur le plan matériel d'abord, sur le plan financier et sur le plan artistique, de la création artistique. Il a toujours essayé à mettre en avant cette créativité. Sur le plan spirituel, artistique, l'entrepreneur, l'homme politique. Et toutes ces dimensions ont refait surface aujourd'hui. Le représentant de l'État a salué la mémoire du disparu, non sans revenir sur l'assistance du chef de l'État à Demba Dia. La famille peut témoigner, les amis peuvent le faire, qu'au quotidien, un contact était établi entre Monsieur le Président de la République et notre cher frère qui était alité en France. La prise en charge, l'hospitalisation, dans le transfert, dans le transport et même dans le transport de la dépouille. La morgue de l'hôpital principal de Dakar, très petite pour contenir ce monde venu accompagner Cheikh Demba Dia à sa dernière demeure, qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. À présent, le dossier politique du jour, cher, il est consacré aux idéologies des partis politiques. Pour beaucoup d'observateurs, elle est en perte de vitesse dans le paysage politique sénégalais, même si des poches de résistance subsistent. C'est un dossier signé Lamine Diédhiou et Adama Gueye. L'idéologie, cette vision du monde qui incarne en principe un parti, est en passe de disparaître dans l'espace politique. Elle céderait la place à la recherche d'intérêts crypto-personnels qui animent certains hommes politiques. C'est du moins l'avis du docteur Diallo Diop. Vous n'avez pas de vrai parti politique qui ait une doctrine authentiquement endogène et indigène, n'est-ce pas? Sauf des faux partis. Une idéologie commune, la politique du ventre et du bas-ventre des dirigeants au service de leur mère patrie française. Un avis partagé par cet observateur de la scène politique. Il estime que l'ère des idéologies est tout bonnement révolue. On ne parle plus de la doctrine, disons, du libéralisme ou bien du socialisme. Aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est un problème d'intérêt. La question, pour autant, ne fait pas l'unanimité dans la classe politique. Pour ces acteurs, par exemple, l'idéologie constitue le soubassement même de toute formation politique. Toute politique est basée sur une conception. Et donc, un parti politique, il a des objectifs, il a des tactiques dans la démarche, donc il a une stratégie, il se base sur une conception, donc sur une idéologie. La concordance des partis est preuve de démocratie, tout simplement. Mais
cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie au sein de l'APR. Toutefois, Matar Fofana précise que le manque de moyens peut pousser certains partis politiques à s'allier avec d'autres mieux lotis, et ce malgré leurs différences de doctrine. Quand le colonialisme maintient des hommes au pouvoir pour continuer à exploiter nos richesses, évidemment que d'autres se retrouvent de l'autre côté sans argent, sans les moyens, ils ne peuvent pas être au pouvoir. À cela, évidemment, le pays a toujours eu une politique d'alliance. Avec pas moins de 250 partis et autres mouvements citoyens, le Sénégal offre ainsi un paysage politique très dense. Difficile donc aujourd'hui d'identifier l'idéologie qui s'apparente au mieux à chacune de ces formations. Là, je vous le disais, en sommaire du lourd pour le Sénégal. Après le tirage au sort effectué il y a quelques minutes à Malabo. Justement, nous avons en ligne Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Maître, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Maître, le Sénégal va partager son groupe avec le Ghana, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Quelle appréciation faites-vous de cette poule ? Je pense que le chapeau 4 dans lequel nous avons été placés nous prédestinait à tomber dans un groupe difficile au regard des équipes qui composaient les deux premiers chapeaux. Donc, et il en a été ainsi. Nous avons donc les équipes les plus en forme du moment dans notre poule avec l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana. Bon, mais partant du principe que nous avons notre mot à dire aussi. Même si nous devons nous considérer de par le tirage comme l'équipe qui va jouer le rôle d'outsider, nous jouerons grandement nos chances pour sortir en quart de finale. Voilà, Président, il n'y a pas que le tirage qui a été difficile. Les Lions du Sénégal vont évoluer à Mongomo. Mongomo, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que, quand même, vous avez je sais pas, des informations sur ce site qui posent problème à certains entraîneurs? Absolument pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est à moins de 200 km de Bata, donc en zone continentale. Et pour justement en savoir un peu plus, demain, normalement, nous irons sur Bata par avion à partir de Malabo. Et de là, nous rallierons donc Mongomo pour non seulement aller à la reconnaissance de cette ville, mais aussi commencer les prospections par rapport au type d'hébergement, aux conditions d'entraînement et au terrain de compétition. Et à ce niveau, donc, nous avions planifié de nous déplacer là-bas au cas où on devrait être dans une poule hors de Malabo. Mais on va le faire pour prendre les devants parce que justement, comme c'est un contexte où on sait qu'il n'y aura pas suffisamment d'infrastructures, il faudra être là-bas assez tôt pour pouvoir prendre les premières options en termes de disponibilité. Président, est-ce que vous vous êtes entretenu avec l'entraîneur, à savoir Alain Giresse, après le tirage? Si oui, qu'est-ce qu'il pense de cette poule? Écoutez, je pense que comme nous autres, il considère que c'est un groupe difficile. Je pense que dans l'assistance, tout le monde a considéré que c'était le groupe de la mort avec le quatrième groupe, c'est-à-dire le groupe du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Donc, mais comme je l'ai dit aussi, je pense qu'à ce niveau, il s'attendait un peu à cela. Et aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que nous considérons que autant ce sera difficile pour nous, autant ça le sera aussi pour les trois autres équipes. Et à mon avis, nous partons à chance égale. Et comme je l'ai dit, je pense que tout sera dans l'organisation, les moyens et l'environnement dont aura l'équipe pour faire un bon résultat. Voilà, merci Président. Donc bon séjour en Guinée équatoriale, Ibrahim Khan. Les autres groupes, donc dans le groupe A, nous avons le pays organisateur, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Gabon et le Congo.
Le groupe B, Zambie, Tunisie, Cap-Vert, RD Congo. Groupe C, Ghana, Algérie, Sénégal, Afrique du Sud. Et puis groupe D, là également, c'est une poule de la mort. Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun et Guinée-Conakry. Nous parlons lutte à présent. Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye, promet de prendre sa revanche sur son adversaire du 5 avril, en l'occurrence Eumeu Sène. Le lion de Guédiawaye précise qu'il va éliminer le leader de l'écurie Tai Shinga en quelques secondes. Balla Gaye 2 qui a fait face aux journalistes du groupe Futur Média. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Dione. Je demande à Eumeu Sène de ne pas chercher d'alibi. De toutes les façons, la date du 5 avril est déjà fixée. Je veux qu'il sache que je suis en Casacé. Toutes mes origines se trouvent dans cette partie sud du pays. Je vais le battre à plat couture. Je suis un vrai combattant et je l'éliminerai en quelques secondes. Hein? Voilà, c'est Balla Gaye 2, donc un combat prévu pour le 5 avril prochain, organisé par GFM Entertainment. Voilà, c'était le dernier élément de cette édition. Merci Ibrahim Akan. Merci, Yao. À la prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Pape Gengaï dans son émission Faram Fatih. Il a comme invité Elhaji Amadou Sall. Excellent suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.